Donc voilà, c'est donc le premier topo et sujet de cet après-midi qui, à mon avis, est mis en face de l'hypertension pulmonaire. Je ne sais pas à quel degré il va pouvoir tenir le coup. Mais par contre, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir et d'accueillir le docteur Fares, qui est professeur en physiologie de la faculté de médecine à l'université Saint-Joseph et qui est aussi directeur du laboratoire de recherche et de physiologie, de pathophysiologie donc à l'université Saint-Joseph. Il va donc parler en français, les diapos sont en anglais, d'un sujet qui est très intéressant, auquel on n'a pas beaucoup d'accès, on n'y pense pas tout le temps, à moins vraiment d'avoir des questions très spécifiques ou un patient très spécifiquement intéressé par l'altitude. Et donc c'est avec grand plaisir que je laisse la parole à Dr Fares. Merci beaucoup, Dr Waked. Donc, bonjour. Après la plongée de ce matin, maintenant nous allons monter plus en altitude. Pourquoi montons-nous en altitude? Donc, on monte en altitude des fois pour faire des tours en haute altitude, ou bien donc du tourisme, ou bien de l'escalade, ou encore, donc il y a des gens qui travaillent en haute altitude. Donc, comme on voit ici les chantiers à 4500 mètres au Chili ou bien au Pérou. Donc, on va faire un rappel. L'objectif de cette présentation, donc, c'est de faire un rappel sur les effets de la haute altitude, sur la physiologie respiratoire. Un peu d'histoire. La première montée donc, de la montagne d'Everest, qui fait le plus haut sommet situé à 8848 mètres, a été effectuée en 1978 sans oxygène par Messner et Abler. Ensuite, avec oxygène en 1953 et depuis 1978, on a compté plus que 80 escaladeurs qui ont fait le mont Everest. Si on voudrait définir biologiquement l'altitude, la définition biologique est la suivante. Donc, on distingue plusieurs zones, comme on voit. Donc, les zones de basse altitude, où on est au bord de la mer. Donc, ensuite, les moyennes altitudes entre 1000 mètres et 2000 mètres. Puis les hautes altitudes entre 2000 et 5000 mètres. Au-delà de 5000 mètres, c'est les très hautes altitudes. Pour chaque zone, donc ici on a indiqué donc les conditions de vie. Donc à partir, donc en moyenne altitude, donc c'est la performance physique maximale qui peut être affectée. En haute altitude, la performance physique même au repos peut être altérée. La vie devient très difficile à partir de 5000 mètres jusqu'à devenir impossible à partir donc de 7000 mètres. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui change? Donc c'est toujours comme dans la plongée, mais cette fois, donc c'est la pression qui est un paramètre physique qui fait partie de notre environnement. Donc ici, comme on voit sur le graphique, donc avec l'augmentation de l'altitude, donc on a une diminution de la pression barométrique et aussi une diminution de la pression partielle de l'oxygène. Cette diminution de la pression partielle de l'oxygène est accompagnée également par une diminution de la densité de l'air. Et cette diminution, elle est proportionnelle avec, comme on voit ici, avec l'altitude. De même, dans ce tableau, donc, il y a les différentes valeurs, donc, en fonction donc, de l'altitude. Donc ici, vous avez en pieds, ici, vous avez en mètres. Donc la pression barométrique qui diminue progressivement. La PO2 dans l'air qui diminue également et la CO2 et par comparaison donc l'air qu'on respire ou si on respire donc de l'oxygène pur. Juste j'attire ici donc l'attention que si on regarde la pression de l'oxygène dans l'air inspiré, par exemple à partir de 3000 mètres, donc elle est de 40 000 mètres de mercure, par comparaison des gens qui montent pour la première fois, elle est de 53 000 mètres de mercure, donc plus élevée chez les personnes qui sont acclimatées, qui ont déjà effectué plusieurs séjours ou qui vivent à cette altitude-là. On va revenir au sujet d'acclimatation. Donc, s'ajoute à cette diminution de la pression partielle de l'oxygène, c'est la dilution de l'oxygène également. Pourquoi l'oxygène va être encore dilué, donc ça va encore le rendre moindre, c'est que le CO2 va toujours diffuser, donc il n'y a pas de variation pour le CO2, il y a toujours une diffusion donc, du sang pulmonaire vers les alvéoles, et aussi nous avons la vapeur d'eau.
Donc l'air sera toujours saturé en vapeur d'eau et cette saturation elle va rester toujours 47 mm de mercure tant que la température du corps donc, elle est stable et ceci quelle que soit l'altitude. Donc ensemble, la vapeur d'eau et le CO2 qui ne change pas vont contribuer également à diminuer la concentration de l'oxygène dans le sang. Cette diminution de la concentration d'oxygène va affecter la puissance maximale donc aérobique et elle aussi, comme on le voit sur la courbe, qui va diminuer progressivement avec l'altitude. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment la performance physique et surtout donc l'appareil respiratoire donc, va-t-elle être affectée par ce changement dans les pressions? Tout d'abord, si je prends le cas d'un effet brutal donc de l'hypoxie, donc de diminution de la PO2, cet effet brutal met en question la stimulation des chémorécepteurs artériels qui vont avoir pour deux conséquences, donc une hyperventilation, c'est-à-dire une montée très rapide pour la première fois, hyperventilation, une activation du système sympathique. Donc il va résulter une vasodilatation donc, des vaisseaux cérébraux et une diminution transitoire, voire une inhibition de la stimulation des centres respiratoires pour la baisse de l'oxygène qui peut entraîner une syncope. Maintenant, en chronique, donc l'acclimatation pour des faibles pressions d'oxygène, donc il y a 5 grands paramètres qui vont expliquer les variations physiologiques. On va détailler donc rapidement chacun de ces paramètres. Le premier, c'est une augmentation très importante de la ventilation pulmonaire. Ensuite, une augmentation du nombre des globules rouges. Une augmentation de la capacité de diffusion pulmonaire. De la vascularisation périphérique au niveau des tissus. Et une augmentation des cellules, de la capacité des cellules à extraire l'oxygène. Pour ce qui est le premier point, l'augmentation de la ventilation pulmonaire, on observe une augmentation de la ventilation suite, comme je viens de le dire, à une stimulation des chémorécepteurs. Donc ces chémorécepteurs qui sont sensibles à une baisse de la PO2 vont augmenter la ventilation de 1,65 fois la normale. Et la compensation se fait en quelques secondes. Et on a remarqué, les études ont montré que si on reste plusieurs jours en haute altitude, ces chémorécepteurs sont capables d'augmenter à ce moment-là beaucoup plus que 1,65 fois. Ils peuvent augmenter jusqu'à 5 fois la normale. Cette hyperventilation va entraîner une décharge très importante du CO2, donc une perte de CO2, et par suite une diminution de la PCO2 et une alcalose, donc une augmentation du pH, qui va mettre fin à la stimulation des centres respiratoires. Et mais plusieurs jours après, cette inhibition qu'on va avoir là, elle va partir, donc elle va être atténuée, donc on va avoir une levée de l'inhibition des centres respiratoires, c'est-à-dire de nouveau on va rentrer dans une hyperventilation et on va répondre à la stimulation des chémorécepteurs périphériques qui vont de nouveau augmenter de 5 fois la ventilation. Donc qu'est-ce qui explique cette perte de l'inhibition? Donc ici, le facteur le plus important, ce sont les ions carbonates. Donc on a constaté qu'il y a une diminution des ions, de la concentration des ions carbonates dans le liquide céphalorachidien et dans les tissus cérébraux. Cette diminution va ramener le pH à la normale, ce qui fait que les chémorécepteurs vont diminuer, donc il va y avoir une stimulation de l'activité des chémorécepteurs. Et cette diminution de la concentration de HCO3-, en fait, elle est due à une compensation rénale très importante qui, en réponse à l'alcalose, donc ils vont diminuer la sécrétion des ions H+, et augmenter l'excrétion de HCO3-. Donc on va perdre des ions HCO3- dans le plasma, dans le liquide céphalorachidien, et ainsi le pH va revenir donc à la normale, et voilà, donc et comme ça, de cette façon-là, les chémorécepteurs peuvent de nouveau être réactivés.
Deuxième paramètre, c'est l'augmentation des nombres de globules rouges et de la concentration de l'hémoglobine. Donc l'hématocrite, on a noté, donc il peut augmenter jusqu'à 60%, l'hémoglobine jusqu'à 20 grammes par litre, et une augmentation du volume sanguin de 20 à 30%. Comme on voit sur la courbe, donc on voit avec l'altitude, il y a une augmentation de la concentration de l'hémoglobine. Ceci, donc, il est dû à l'augmentation de l'érythropoïétine, mais cette augmentation, elle commence donc au début. Une fois on a une augmentation donc, du nombre de globules rouges, la concentration de l'érythropoïétine va, elle, quant à elle, baisser. Donc ces résultats ont été étudiés à partir des 4350 mètres. La même chose donc, au niveau de la courbe de dissociation ou de l'affinité de l'oxygène pour l'hémoglobine. Donc on voit qu'au-delà donc, de 5000 mètres, l'affinité de l'oxygène pour l'hémoglobine va diminuer si on est en train de respirer de l'air, un mélange d'air ou bien donc de l'oxygène pur, mais qui sera beaucoup plus retardé avec l'oxygène pur. Là aussi, donc sur ce graphique, on voit donc la saturation de l'hémoglobine, de l'oxygène, au repos et pendant l'exercice. Ici, nous avons au repos et pendant l'exercice. On voit que pour des basses altitudes, on arrive quand même à saturation de 90% et au-delà de 5000 mètres, dans les deux cas, il y a une baisse de la saturation de l'hémoglobine en oxygène. Le troisième paramètre, c'est l'augmentation de la capacité de diffusion pulmonaire. Donc on sait que cette capacité, elle est égale à 21 ml par millimètre de mercure par minute. Elle va être augmentée de 3 fois pendant l'exercice et une augmentation pareille va avoir lieu en haute altitude. Donc pourquoi en haute altitude ceci va se passer? Parce que nous allons avoir une augmentation du volume sanguin donc, dans les capillaires pulmonaires, une augmentation de la quantité d'air, du volume d'air pulmonaire, donc une augmentation de la surface d'échange, et ensuite une augmentation de la pression artérielle pulmonaire qui va pousser plus de sang dans les capillaires. Le quatrième paramètre, c'est l'augmentation ou la vascularisation qu'on a pu observer dans les tissus. Donc on sait qu'au début, il y a une augmentation du débit cardiaque de 30%, immédiatement donc, quand on monte en haute altitude, mais qui va diminuer une fois l'hématocrite qui va augmenter. Donc il y a un phénomène de compensation. On a regardé au niveau donc, des tissus périphériques, on a pu mettre en évidence donc, une augmentation du nombre des capillaires comme une sorte d'angiogenèse, et de néo-angiogenèse, et une augmentation de la densité des capillaires et du travail également du muscle cardiaque qui peut être rapporté à l'hypertension ou l'augmentation de la pression artérielle pulmonaire en haute altitude. Cinquième élément important qui explique l'acclimatation à des basses pressions partielles d'oxygène, c'est une acclimatation au niveau cellulaire. Donc on a remarqué que les animaux qui vivent en haute altitude et les êtres humains également, que leurs cellules étaient capables d'extraire plus facilement l'oxygène parce qu'on a une activité mitochondriale et des enzymes donc, oxydatives qui étaient plus puissants, donc une capacité d'utiliser l'oxygène plus puissant que les gens qui vivent au bord de la mer. Donc à cela va s'ajouter ces 4 points qui expliquent jusqu'à maintenant ces modifications physiologiques. Nous avons donc le comportement cardiovasculaire également qui va être changé. Donc au départ, on a une stimulation adrénergique qui est permanente, mais avec le temps, il va y avoir une désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques, donc qui va limiter la stimulation sympathique. Une fonction systolique qui ne va pas changer si on passe après plusieurs séjours en haute altitude. Une dilatation au niveau des coronaires est observée, une augmentation de la pression artérielle pulmonaire comme on l'a dit, et un faible changement de la pression artérielle à la périphérie. Donc tout ce qui a été dit sur l'acclimatation s'applique pour les personnes qui vont monter, passer une semaine, 2 semaines, plusieurs séjours en haute altitude. Mais si on prend maintenant les habitants, les gens qui vivent, qui sont nés en haute altitude, on voit que c'est encore mieux fait chez ces personnes-là. Si on prend les Péruviens des Andes qui vivent et qui sont nés à 5250 mètres et qui travaillent à 5700 mètres,
Donc ces personnes-là, ils ont donc une taille plus grande de la cavité thoracique. Et ils ont donc une petite taille au niveau donc, de la taille qui explique un meilleur rapport ventilation par rapport à la masse corporelle. Et ces personnes-là ont également donc un cœur ou des cœurs qui est élargi, qui est plus gros que les personnes qui sont nées donc à des basses altitudes. Également, chez ces mêmes personnes-là, on a trouvé que malgré que la capacité de travail elle est réduite en haute altitude, mais il y a toujours un effet positif de l'acclimatation chez ces personnes-là. Donc dans ce tableau, on voit que les personnes non acclimatées qui vont en haute altitude, ils sont capables d'effectuer 50%, si on prend la différence par rapport à la normale, n'assurer que 50% de leur capacité. Acclimatés pendant 2 mois, donc 68%, et les personnes qui sont nées en haute altitude, donc ils sont capables de faire 87% par rapport à la normale. D'autres paramètres qui peuvent être affectés en haute altitude, c'est le sommeil. Donc on a trouvé qu'il y a une altération donc, du sommeil. Qu'est-ce qui change? Le sommeil paradoxal donc, ne change pas. Il y a par contre la durée du sommeil profond, donc elle est écourtée avec donc, des réveils fréquents pendant la nuit, et on a pu enregistrer une respiration périodique avec de petites périodes courtes d'apnée. Et enfin, donc, quant à la performance mentale, donc, les études ont montré qu'à partir de très haute altitude, la performance mentale, tout comme la performance physique, peuvent être ralenties, surtout en ce qui concerne de faire les calculs. Voilà, donc j'ai essayé donc de faire ce rappel très rapide sur les fonctions physiologiques qui sont changées et je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Fares. C'est effectivement un grand rafraîchissement de nos notions physiologiques concernant l'adaptation en altitude. On prend des questions, on a le temps avant le prochain... Oui, on y va les dames. Pour ceux qui vivent en haute altitude, quand ils redescendent, est-ce que l'acclimatation, enfin, est-ce qu'ils vont s'acclimatiser vite fait ou comment ils vont vivre ça? Est-ce que c'est aussi facile que quand on est en basse altitude vers le haute altitude ou est-ce que c'est plus dur? Oui, c'est vrai. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'études qui ont été faites dans l'autre sens. Les personnes en haute altitude qui viennent. Souvent, donc, les personnes en haute altitude, ils descendent pour des séjours très très courts, pour par exemple chercher des choses qu'ils n'ont pas là-bas. Mais scientifiquement, je ne peux pas vous donner vraiment donc, des valeurs qui expliquent. À mon avis, je crois ça peut arriver également dans le sens inverse, mais il faudrait des séjours vraiment de plusieurs mois. Mais je n'ai pas des données scientifiques qui peuvent dire qu'on peut faire le chemin inverse. Je voulais vous demander par rapport à la saturation basique d'oxygène. Ce qui est décrit chez les petits, en tout cas, c'est que quand ils font des bronchiolites, alors qu'ils vivent à des altitudes entre 2000 et 3000 mètres, ils désaturent beaucoup plus fréquemment, sans que ce soit plus grave, que les enfants, que les petits-enfants qui vivent à une altitude habituelle, donc au niveau de la mer. Donc est-ce que c'est dû au fait que de base, ils ont une saturation plus basse, ou est-ce qu'il y a un problème différent pour des enfants qui sont déjà nés en altitude? Je crois que j'avais montré sur une diapo, donc de base ils ont une saturation qui est plus faible. L'oxygène, je dis, donc il est dilué, même donc il va être dilué en plus de la diminution de la PO2, c'est cette dilution, en fait la vapeur d'eau qui vont toujours essayer de la faire cette saturation, quelle que soit l'altitude. Donc c'est de base qu'ils ont cette désaturation. D'autres questions? Oui. Oui, la durée de vie, oui, elle est normale. Enfin, elle est comme normale non, parce qu'ils ont peut-être, je ne sais pas, à mon avis, ils ont une grande cavité thoracique, un cœur qui est plus gros, une petite taille qui, voilà, mais ils ont une capacité de travail qui... travail de plus pour
Oui, mais cette compensation, donc, elle est physiologique, elle n'est pas pathologique. Donc, elle n'est pas pathologique. Est-ce qu'ils ont une plus grande longévité par contre? Est-ce que si la mortalité, est-ce que dans l'autre sens, est-ce qu'ils vivent plus que les gens qui sont... Non. Non, là aussi, non. Non donc plus. c'est une longévité, non. D'accord. Oui. Oui. En ce qui concerne la question des gens qui vivent à haute altitude, qui descendent à basse altitude, Oui. si vous me permettez, Oui. je pense que ils ont un avantage même du point de vue physique, du point de vue performance sportive, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes aux États-Unis, par exemple, qui s'entraînent à des altitudes entre 3000 et 4000 mètres, justement pour qu'ils aient beaucoup plus de globules rouges, beaucoup plus d'érythropoïétine, pour quand ils reviennent à basse altitude, ils ont ce push. Mais combien ça reste cet effet physiologique de la haute altitude? Ça dure peut-être 2 ou 3 semaines au maximum. Pas plus. Oui. Pas plus, à Non. votre avis? Non. D'accord. Oui, allez-y. Dans le même esprit, tout le monde dit que les records qui ont été battus à Mexico sont imbattables ailleurs, à une altitude du niveau de la mer, alors que, a priori, c'était des gens qui n'étaient pas habitués à vivre en altitude. Donc, comment ça s'explique? Il va y avoir cette acclimatation, comme pour les... Mais ce que je disais, que les personnes qui sont nées en haute altitude, leur avantage, c'est que ils ont, disons, le bagage qui se trouve déjà immédiatement. Donc, si on reste longtemps en haute altitude, on est capable, les 5 points que j'ai exposés, donc ces 5 points sont nécessaires ou sont suffisants pour pour compenser et pour arriver à faire donc des records qu'ils ne peuvent pas faire quand ils étaient... je ne sais pas si c'est la question. Parce que tous les athlètes qui... Pas été battus depuis ou sont restés très très longtemps imbattables, en tout cas pour les athlètes. Et je voulais savoir comment ça s'expliquait, puisque c'était des gens qui étaient des athlètes normaux, disons, qui ont fait des records incroyables quand ils sont montés en altitude à Mexico pour les Jeux Olympiques. Bien, ils ont dû effectuer, je ne sais pas, plusieurs séjours avant, parce que c'est comme le dopage, comme ils disent. Donc on peut prendre de l'érythropoïétine, on peut augmenter le nombre de globules rouges pour améliorer la puissance maximale aérobie. Maintenant, donc, il faut voir le temps qu'ils ont passé en haute altitude. Est-ce que c'était en relation avec la durée du séjour? Ou je ne vois pas d'autres, parce que comme ça, donc d'un jour à l'autre, ils vont changer de capacité. Oui. Micro, s'il vous plaît, oui. Il pourrait y avoir une seule explication. Oui. Je m'excuse de toujours... Oui, pas grave. C'est à quelle altitude, le Mexico? Okay. Ah, oui. La seule explication, je l'extrapole du Golfe. Oui. Quand j'ai vécu aux États-Unis, tous les golfs, j'ai vécu au Minnesota dans un endroit qui était très froid. Mm-hmm. Donc il faisait dans les moins 10, moins 15, parfois en octobre, novembre, les gens jouaient toujours au golf. Et il paraît que dans ces conditions, la trajectoire de la balle de golf est beaucoup plus... elle va beaucoup plus loin, parce que la friction de l'air n'est pas assez lourde. Donc la friction de l'air est beaucoup moins. Donc peut-être ça joue un rôle, le fait qu'il y a une basse pression à 2000, ça joue un rôle pour le lancer du javelot, peut-être, c'est juste une... Oui, là, c'est en plus dans les conditions plutôt techniques et climatiques. Exactement. Que les conditions physiologiques qui peuvent peut-être expliquer. En plus, 2000 mètres, on est dans les moyennes, on n'est pas vraiment en haute altitude, après la définition biologique. Donc, c'est plus donc, les conditions climatiques et puis physiques ou aérodynamiques qui font qu'ils arrivent à faire ça plutôt que leur physiologie qui change. Petit détail avant de clore cette session qui finalement a compté beaucoup plus sur la qualité et non pas sur le nombre, donc on en est ravis. Toutes les personnes présentes sont très intéressées par le topo. Un petit détail, les troubles de sommeil que vous notez donc comme adaptation à l'altitude sont des troubles bien précis, c'est-à-dire c'est une hypoventilation centrale, c'est un chain stocks ou
Il n'y a pas de pattern particulier à Non, cette oui, non, transfusion. c'est pas quelque chose de maladif, de pathologique. Oui. C'est une hypoventilation Centrale. centrale, D'accord. voilà, qui est bien régulée, qui est homogène, donc elle suit bien donc les cycles. Non, c'est pas le chain stock ou. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Fares, Merci. pour cette intéressante intervention.